Je crois qu'on va débuter. Je vois que le nombre de connexions a diminué un petit peu, j'ai l'impression que l'ensemble des participants sont principalement là. Tout d'abord, bonjour tout le monde. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre activité webinaire d'aujourd'hui, de ce matin en fait, qui est intitulée La collaboration en entreprise vers de nouvelles pratiques de gestion. C'est une activité qui est proposée par la Fédération des chambres de commerce du Québec dans le cadre de son projet Pratique RH et donc organisée ce matin en collaboration avec l'ILO et la direction de la formation continue de l'UDM. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, moi, mon nom, c'est Marika Alépéry. Je suis chef de projet main-d'œuvre à la Fédération. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous nos membres de la FCCQ ainsi que les chambres de commerce et leurs membres respectifs qui sont présents avec nous ce matin. Avant toute chose, j'aimerais vous informer que l'activité de ce matin va être enregistrée et donc sera disponible dans les prochains jours là, pour revisionnement sur notre plateforme Pratique RH. Vous pourrez retrouver là, le lien de l'activité dans la boîte à outils, section développement organisationnel, mais inquiétez-vous pas, on vous enverra un lien lorsqu'il sera disponible par courriel. J'aimerais aussi ajouter qu'on vous invite à réagir aux questions qui seront posées par nos conférencières de ce matin dans la section Q&A ou dans le chat tout au long de la présentation. Ça va nous permettre d'alimenter un peu la présentation de ce matin en ce sens. Et sachez que, comme on vous l'a indiqué, qu'il y aura une période de questions là, à la fin de l'activité pour répondre à celle-ci par nos conférencières. Je vais débuter en vous présentant sommairement nos deux conférencières de ce matin, qui sont mesdames Sonia Lefebvre et Marilyn Manceau, toutes deux cofondatrices de l'ILO. Ensemble, elles ont fondé en 2016 l'ILO, qui est une coopérative de professionnels d'expérience qui accompagne les individus, les organisations et les territoires dans leur réflexion stratégique et leur développement et transformation. Sommairement, Madame Lefebvre explore, expérimente et affine en continu ses approches de gestion, de développement et d'accompagnement en privilégiant les processus collaboratifs et d'apprenance. Sa plus grande force réside dans sa capacité à créer des passerelles entre les individus et les organisations pour favoriser un dialogue profond et provoquer le mouvement qui mène à la transformation. Madame Manceau, quant à elle, accompagne les individus, les organisations et les territoires à clarifier l'impact qu'ils souhaitent avoir dans leurs organisations ou leurs territoires respectifs, à revisiter leurs pratiques et leurs processus pour mieux agir ensemble, à explorer avec curiosité de nouvelles possibilités et à mettre en place les conditions gagnantes pour qu'ils puissent s'engager ensemble à vivre un présent empreint de sens et d'humanité. Alors, sur ce, je laisse maintenant la place à nos deux conférencières et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Mesdames, la parole est à vous. Merci, Marika. Ça fait plaisir. Alors, bonjour tout le monde. On est content de voir qu'il y a beaucoup de monde ce matin avec nous. On a eu une grande présentation par Marika, alors je ne vais pas m'étendre sur qui on est. On a été bien présentés. Alors, peut-être juste rappeler, c'est ça qu'aujourd'hui, on est bien content de venir vous parler de la collaboration en entreprise vers des nouvelles pratiques de gestion. Donc, on va prendre à peu près 45 minutes pour vous présenter quelques concepts, explorer avec vous c'est quoi la gestion collaborative, la collaboration en entreprise, puis des exemples. On va donner des exemples de processus ou de comment on peut implanter ce type de pratique. Puis à la fin, on aura une petite période de questions. Alors, je me sens prête. Marilyn, est-ce que tu es prête? Tout à fait. En fait, c'est pas nous qui va commencer, c'est vous, là, derrière vos écrans. En fait, on avait le goût de commencer avec un petit sondage éclair. Donc, Sonia va partir le sondage, puis on va vous inviter à répondre à la première question que vous allez voir apparaître à votre écran. Donc, pour vous, injecter du collaboratif dans vos pratiques de gestion, qu'est-ce que ça permet? Est-ce que ça permet de prendre des meilleures décisions, de favoriser la disposition au changement dans vos équipes, de favoriser l'agilité organisationnelle, d'augmenter la rétention des employés, de satisfaire des besoins psychologiques qui sont fondamentaux chez l'humain, ou toutes ces réponses, il n'y a pas d'intrus. On vous laisse quelques secondes pour commencer
à nous partager, selon vous, là, injecter du collaboratif dans nos pratiques de gestion, pourquoi c'est important? Alors, allez-y, n'hésitez pas trop, les gens commencent à répondre. Donc, vous devriez voir là, à l'écran les résultats qui commencent à... Bon, vous aviez vu notre petit truc, hein? Ils n'ont pas encore le résultat, Marilyn. Ah, ils n'ont pas encore le résultat. Est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran? On peut pas tout sauter ça. On va laisser rentrer un petit peu de réponse. Okay. Puis si jamais vous ne voyez pas, ça arrive qu'on ne voit pas. Il y a 3 questions, vous répondez à la première seulement pour l'instant. Puis là, je comprends qu'ils ont vu notre truc, mais je les laisse répondre parce qu'on est beaucoup. Les gens n'ont pas encore toutes répondu. Donc, vous êtes 18 sur 77 à avoir répondu. 23 %. On vous laisse encore un peu de temps. Ça rentre, ça rentre. Alors, j'y vais, Marilyn. Vas-y. Pour tous ceux qui n'osent pas répondre. Qui n'osent pas se commettre. Alors, donc, voilà. On a quelques personnes. Donc, une personne qui a indiqué prendre des meilleures décisions, une autre qui a marqué augmenter la rétention des employés, puis 19 personnes qui ont marqué il n'y a pas d'intrus. C'est toutes ces réponses. Effectivement, il n'y a pas d'intrus. Donc, on va avoir la chance d'explorer tous ces beaux avantages-là à injecter plus de collaboratif dans notre gestion là, dans quelques instants. Donc, ça va faire partie là, des premiers éléments qu'on va explorer ensemble. Mais juste avant, on avait le goût de positionner un petit peu pour qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de gestion collaborative. Bien, pour nous, une gestion collaborative à l'ILO, c'est quand le dirigeant, donc le gestionnaire, réussit à activer et à bénéficier de toute l'intelligence qui existe au sein de son équipe. Donc, un gestionnaire qui pratique une gestion collaborative, il met l'humain au cœur de ses actions, donc son équipe de travail. Moi, j'aime beaucoup la citation de Simon Sinek qui dit le leadership, c'est pas d'être en charge d'eux, mais c'est de prendre soin de ceux qui sont en charge d'eux. Donc, le gestionnaire collaboratif va vraiment mettre au cœur de ses actions puis de son focus son équipe de travail comme telle. Donc, une gestion collaborative, on passe d'un mode où on dirige et contrôle à un mode où on va être plus en train d'écouter. On va plus être en mode, on implique nos employés, on implique notre équipe de travail dans nos activités d'entreprise. Donc, ça laisse beaucoup de place à l'autonomie et à la participation active des employés, autant dans les activités stratégiques qu'opérationnelles. On va voir comment on peut faire en fonction des compétences et des expertises de chacun. Donc, ça les implique dans ces voies-là. Puis pourquoi c'est intéressant de faire de la gestion collaborative au sein de notre entreprise? En fait, on les a vus tantôt, là, je les explique rapidement. Donc, Sonia, tu peux changer de diapo. Donc, premièrement, ça permet des meilleures prises de décision. Quand on a accès à toute une richesse puis une diversité de savoir et d'expérience dans nos équipes, puis qu'on va la chercher, cette richesse-là d'expérience et de savoir, bien, on réduit automatiquement le risque de prendre des décisions qui sont basées sur une vision incomplète d'une situation. Je donne l'exemple rapidement, là, quand par exemple, on veut améliorer un service ou un produit dans notre entreprise, bien, c'est sûr que d'aller consulter puis d'aller chercher de l'information auprès de ceux qui sont directement en lien avec nos clients, ça peut être notre adjointe administrative, ça peut être notre chargé de projet, ça peut être des vendeurs ou des vendeuses qui sont sur le terrain, bien, automatiquement, c'est que ça nous apporte une richesse d'informations qui ne peut qu'améliorer la décision qu'on va prendre. Donc, premièrement, des meilleures prises de décision. Deuxièmement, ça permet une meilleure disposition au changement dans nos équipes. Quand on implique nos employés dans nos processus de changement, dès le début, là, donc dès le moment où on dit « OK, bien, on a une problématique ou une situation pour laquelle on veut un changement, on veut mieux la comprendre, comment on est capable d'impliquer nos employés dès ce moment-là, les impliquer dans identifier c'est quoi le changement qu'on veut mettre en place, c'est quoi les objectifs qu'on se donne. Mais quand on les implique dans ces étapes-là, automatiquement, on leur permet de mieux comprendre les raisons du changement qui s'en vient. Automatiquement, ce faisant, bien, on permet de réduire chez eux leur perception des risques associés au changement. Donc, on est déjà dans favoriser l'adhésion à la nouvelle situation qui va se mettre en place. Puis, on leur permet aussi de commencer à entrevoir de leur côté c'est quoi les avantages qu'ils peuvent tirer de la nouvelle situation. Donc, il y a une maxime aussi que j'aime bien, là, que je trouve qui est parlante quand on parle du changement, qui dit mieux
mieux vaut se sentir comme un acteur du changement que d'avoir l'impression de subir le changement. Donc, je pense que ça donne l'image, là, dès qu'on permet aux employés dès le début de se sentir acteurs du changement, bien, automatiquement, on favorise leur adhésion et leur participation là, dans la mise en œuvre. Donc, une gestion collaborative, ça permet aussi une certaine agilité organisationnelle. Donc, quand on décentralise la prise de décision, bien, automatiquement, on doit outiller les équipes à ce qu'ils deviennent plus autonomes dans la résolution de problèmes, dans les domaines, évidemment, où ils ont l'expertise et l'expérience. Puis cette décentralisation-là, bien, ça leur permet d'être plus autonomes, d'être plus engagés aussi comme équipe. Donc, c'est bon pour la rétention des talents, mais ça permet aussi aux gestionnaires de se libérer du temps pour être plus dans les activités qui comptent réellement pour le gestionnaire, notamment là, la planification stratégique et d'autres activités qu'il peut avoir. Donc, la gestion collaborative en entreprise, ça donne des conditions favorables à l'agilité organisationnelle, puis de positionner aussi les forces aux bonnes places dans l'entreprise. Avant-dernier avantage, ça permet une plus grande rétention des talents. Donc, si on mise sur la collaboration des employés au sein de l'entreprise, bien, on favorise la création d'un sentiment d'appartenance entre les employés, mais aussi entre les employés et l'entreprise. Donc, ça permet une certaine rétention. Aussi, en les impliquant dans le développement de l'entreprise, bien, on leur donne aussi l'occasion de développer des nouvelles compétences, de s'épanouir professionnellement, de créer plus de sens à leur action. Puis ça, c'est toutes des conditions qu'on sait actuellement qui sont recherchées par les nouvelles générations chez un employeur. Donc, automatiquement, si on veut attirer nos nouvelles générations dans nos entreprises, de mettre en place une gestion plus collaborative, ça va ouvrir la porte à un recrutement plus facile auprès de ces générations-là. Finalement, une gestion collaborative, ça permet aussi d'avoir des équipes plus engagées. Puis, juste pour l'expliquer, là, je trouve ça intéressant qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire une équipe engagée? Puis pour moi, une équipe engagée, c'est un groupe de personnes qui décident volontairement d'offrir à l'entreprise toute l'énergie nécessaire pour accomplir un travail qui est de qualité, qui est à valeur ajoutée. Donc, une équipe engagée ou une personne qui est engagée dans son organisation, ça part d'une motivation qui est propre à elle. Un gestionnaire ne peut pas motiver ses employés. C'est une personne qui s'auto-motive à donner son meilleur à l'entreprise. Puis, ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, là, pour motiver un employé, bon, les conditions salariales, c'est nécessaire d'avoir des bonnes conditions où on se sent dans un cadre sécuritaire, ça, c'est sûr. Mais ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que pour qu'un employé se sente motivé, il faut qu'il y ait certains besoins psychologiques de base qui soient remplis, qui sont communs à tout être humain. Donc, être reconnu et valorisé dans ses compétences, bénéficier de l'autonomie nécessaire pour pouvoir se mettre en action avec confiance et avoir un sentiment d'appartenance à son équipe et à son entreprise. Puis on vient de voir que tout ça, une gestion collaborative, ça le permet. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs avantages à aller vers ça. Maintenant, il y a certainement des défis si on va les explorer, notamment au niveau de qu'est-ce que ça veut dire pour la posture du gestionnaire avec Sonia dans quelques instants. Mais juste avant d'aller vers Sonia au niveau de la posture du gestionnaire, on avait le goût d'avoir un petit aperçu de vous dans la salle, derrière votre écran, comme leader. À cette étape-ci, vous vous sentez à quelle place sur un continuum de la collaboration? Donc, je sens que je suis encore très loin, là, mais ma pratique de gestion injecte pas beaucoup de collaboratif. J'ai peut-être le goût, mais pour l'instant, là, vraiment, je suis néophyte là-dedans. Ou 5, je suis vraiment all-in. Tout ce que je fais, j'implique mes employés, puis je les implique de façon optimale. Donc, sur une échelle de 1 à 5, où vous vous situez? Sonia va lancer un petit sondage. Vu que le sondage, on a des petits problèmes parce que pour soumettre leur réponse, ils doivent répondre aux 3 questions. Je vous propose, si vous êtes courageux, de nous l'écrire dans le chat ou de l'écrire seulement aux panélistes si vous ne voulez pas l'écrire à tout le monde. Mais je vous invite à mettre le chiffre entre 1 et 5 dans le chat ou dans la question-réponse. Vous nous indiquez, dans le fond, on se situe où? On se sent comment? Donc, on a beaucoup de 4 et 5 pour l'instant. Donc, on a des 3. Oui, parfait, ça commence à rentrer. Fait que je pense qu'on a un groupe quand même qui aime ça, explorer la collaboration. On voit ça, là.
Puis que peut-être qu'ils se disent qu'ils peuvent encore améliorer cet aspect-là ou aller plus loin dans leur gestion collaborative. Moi, je lis ça ce matin. Tu lis-tu comme moi, Marilyn? La même chose. Donc, on a des intéressés. Donc, Sonia, c'est quoi les postures maintenant, ou en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire dans le day-to-day du gestionnaire, avoir une gestion plus collaborative? Bien, en fait, la collaboration, ça l'invite à une chose, ça l'invite à repenser l'équipe de travail. Donc, on a depuis longtemps, on imagine dans le fond un leader comme une personne au charisme fort, imposant, puis qui va prendre toutes les décisions dans une organisation. Mais la gestion collaborative, ça l'invite plutôt à développer un réseau de leaders qui vont être complémentaires. Puis nous, à Lilo, on aime ça dire un écosystème de leaders. Donc, il y a différentes personnes dans l'organisation qui vont mettre à profit leur expérience, leur expertise, leur force au service de l'intelligence collective et au service du bien-être de l'organisation. Dans le fond, ils vont faire ça dans l'identification des enjeux. Donc, l'organisation des projets, vivre des enjeux. Ils vont participer à l'identification de ceux-ci. Ils vont participer à la recherche de solutions, à proposer des idées, à les mettre en place, voire même prendre des décisions. Donc, on veut vraiment permettre à plusieurs personnes de contribuer au bien-être de l'organisation. Ça, il peut y avoir, là, on en présente 4 formes possibles. Il y a probablement d'autres formes aussi. Des leaders dans l'action. Ces leaders-là, c'est ceux qui sont capables d'amener le groupe dans l'action. C'est ceux qui sont sur le terrain, qui comprennent comment ça fonctionne, les opérations, comment on peut opérer les stratégies qu'on veut mettre en place. Il y a les leaders décisionnels qui, eux, vont mettre en place des structures, des processus, des politiques. En fait, ils vont mettre en place toutes les conditions favorables à ce que l'action puisse bien se dérouler, qu'on atteigne les objectifs. Il y a aussi des leaders de réseau qu'on appelle. Ces leaders-là, dans l'écosystème, c'est ceux qui vont faire des liens entre des morceaux de l'organisation, hein, parce que des fois, il y a des morceaux dans nos organisations, on va appeler ça des départements ou des services. Puis les leaders de réseau, ils vont connecter ces morceaux-là, puis ils vont même aller connecter peut-être avec des partenaires externes. Puis dans le fond, en connectant ça avec le leader d'action, puis avec le leader décisionnel. Puis nous, ce qu'on aime particulièrement, c'est le leader collaboratif. Puis le leader collaboratif, ça peut être un leader en soi, mais ça peut être aussi injecter du collaboratif dans chacun de nos styles de leadership. Puis le leader collaboratif, pour nous, c'est vraiment celui qui va provoquer des occasions en mettant ensemble les expertises diverses. Il va provoquer des conversations entre les leaders complémentaires pour amener des nouvelles idées. Fait que comment on peut faire ça, injecter du collaboratif dans nos leaderships? Il n'y a pas de recette parfaite. J'en ai pas à vous donner aujourd'hui. Ça peut paraître simple, on le voit, il n'y a personne qui est contre la vertu de la collaboration. L'idée, c'est comment on le fait dans le quotidien, à tous les jours, puis qu'on le fait vivre dans nos organisations. Bien, là où moi, j'ai trouvé que ça coince, c'est une expérience personnelle, puis les choses que j'ai étudiées dans les dernières années, c'est qu'en fait, le continuum de la collaboration, c'est le continuum du pouvoir partagé. Le pouvoir, c'est un gros mot, le pouvoir. Ça veut dire que si on s'embarque dans la collaboration, hein, collaborer, c'est travailler avec les personnes, c'est accepter qu'on ne va pas tout contrôler. C'est accepter qu'on va essayer d'influencer, mais qu'on va être influencé. Ça veut dire que c'est accepter qu'on va partager le pouvoir. Le pouvoir de faire du mouvement dans l'organisation, de créer un projet, de solutionner des enjeux. Puis ça, partager le pouvoir, c'est confrontant. Ça nous confronte à, qu'est-ce que c'est le pouvoir pour moi? Puis comment je vais naviguer après ça avec cette représentation-là? Fait que j'ai envie de vous poser la question maintenant. Pour vous,
dans le fond, qu'est-ce que ça signifie le pouvoir? Puis je vous invite à prendre 30 secondes puis à le déposer dans le chat. Partagez-nous. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le pouvoir? Je vous invite à l'écrire dans le chat. Une grande question, hein? Ça demande réflexion. En mardi matin, comme ça. Là. On a responsabilité d'être un influenceur positif. Décision, prise de décision. La capacité de faire évoluer. Les connaissances. Faire avancer. Guider une équipe. Capacité à réaliser une vision. À faire des changements. À faire évoluer. J'aime ça. N'hésitez pas à continuer à mettre vos réponses. Ça nous nourrit. Je continue en disant qu'en fait, pour nous, à Lilo, le pouvoir, on le définit comme la faculté à créer du mouvement à l'intérieur du système. Donc, si on accepte ça comme notion de pouvoir, on pourrait dire que le pouvoir partagé, c'est la faculté ou la capacité à chacun dans l'organisation de créer du mouvement dans le système ou dans l'organisation. Donc, il y en a eu des réponses. Donc, oui, pour nous, c'est aussi la capacité de prendre des décisions, de pouvoir décentraliser là où on prend toujours les décisions en haut de la pyramide, puis se dire, comment on peut réorganiser nos façons de faire pour permettre aux gens qui sont dans leur projet de prendre des décisions. Puis j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de réponses qui étaient liées aux responsabilités. Le pouvoir puis les responsabilités, c'est comme quelque chose qui est comme, on ne peut pas les séparer. C'est comme les deux facettes de même médaille qui ne se séparent pas. Donc oui, il y a du pouvoir qu'on va décentraliser, puis mais ça vient aussi avec des responsabilités. Donc il y a là aussi tout l'inconfort que peut générer l'idée de partager le pouvoir, parce qu'en plus d'avoir parfois la perception qu'on peut avoir un effet de perte du pouvoir en le partageant, il faut assumer qu'en le partageant, les responsabilités qui viennent avec vont être prises en charge, puis les redevabilités vont être là. Donc, l'inconfort que ça génère, l'idée de partager le pouvoir, c'est qu'on a toutes sortes de représentations du pouvoir. Donc, nous, on l'a dit à Lilo, on a dit que c'est la faculté de créer du mouvement. Donc, on est peut-être dans la représentation d'avoir le pouvoir de faire quelque chose, d'avancer vers quelque chose. On a aussi, dans notre société de manière générale, on a beaucoup de perception du pouvoir comme le pouvoir sur quelque chose ou le pouvoir sur quelqu'un. Puis à cause de ça, on peut avoir un biais négatif à du pouvoir. On peut aussi penser que le pouvoir, c'est une chose individuelle. J'ai mon propre pouvoir. Par mon pouvoir, je peux avancer sur quelque chose. Puis on peut voir le pouvoir avec les gens. Plus qu'on va pouvoir avancer vers quelque chose. Puis on peut voir le pouvoir partagé, qui est une autre façon d'appréhender le pouvoir. Puis je présente ça, puis il y en a certainement 1001 autres perceptions du pouvoir. Puis il n'y en a pas une bonne ou une mauvaise façon de voir le pouvoir. Quand on parle de gestion collaborative, c'est de se dire, comment je peux élargir ma façon de voir le pouvoir. Puis à partir du moment où j'élargis ma représentation du pouvoir, mais c'est comme s'il y a plus de possibilités qui s'ouvrent. Je vous donne un exemple. Si d'un côté, on a un leader décisionnel qui sait s'affirmer, prendre des initiatives, qui utilise beaucoup son pouvoir parfois peut-être son pouvoir sur, sa représentation du pouvoir, si on dit on va aller en gestion collaborative ou en pouvoir partagé, cette personne-là, ça l'implique peut-être dans sa représentation qu'il va devoir laisser un peu de son pouvoir. Comme si son pouvoir, c'était quelque chose de rare. Puis qu'en le partageant, il allait en avoir moins de disponible. Puis d'un autre côté, si on prend quelqu'un qui utilise moins son pouvoir ou qui l'utilise à des moments bien précis, avec prudence,
bien, on peut penser que cette personne-là a l'idée du pouvoir partagé ou de la collaboration, va devoir prendre plus de pouvoir. Donc là, dans les deux cas, il y a comme un inconfort qui est généré par l'idée du pouvoir. Donc, c'est parfois cette subtilité-là qui peut générer beaucoup d'inconfort à l'idée de la collaboration ou du pouvoir partagé. Donc, ce qu'on dit, c'est évidemment le leader en place dans une organisation, pour permettre de faire cheminer l'équipe, doit lui-même, c'est une des premières conditions, incarner les valeurs de la collaboration et du pouvoir partagé. Il doit être une sorte de modèle pour son organisation. Donc, un des premiers pas à faire, ça pourrait être une déclaration d'engagement auprès de son organisation, informer de ses intentions, puis éventuellement partager à l'équipe que son rôle va peut-être plus être un rôle de guide, d'accompagnateur, d'un écosystème de leaders. Mais évidemment, ça l'implique un premier pas par le leader en place. Alors, j'ai envie de vous reposer la question qu'on vous a posée tantôt, mais avec une petite twist. La question, c'est, comme leader, je me situe où maintenant sur le continuum de la collaboration? Mais on ajoute de la collaboration et du pouvoir partagé. Donc, on vous invite encore une fois à dire, est-ce qu'à partir du moment où on vient d'entendre ça, que la collaboration, c'est le pouvoir partagé, est-ce que ça change pour moi ou c'est toujours pareil? Est-ce que ça l'a fait évoluer ma façon de voir de la collaboration, de la gestion collaborative? Fait qu'on voit là, on a un petit peu plus de 3, on a encore des 4, mais on dirait que tout à coup, on se dit, ouais, c'est vrai, peut-être que finalement, ça vient toucher quelque chose. Marilyn, allais-tu dire quelque chose? Non, il y a une belle question qu'on va garder pour à la fin, là, qui est en lien avec le pouvoir. Le pouvoir, c'est souvent lié à l'ego. Comment on convainc les leaders de ne pas se sentir menacés dans le partage du pouvoir. Je ne sais pas si tu as le goût de réagir maintenant ou si on la garde à la fin. Mais c'est une très bonne question. On peut la garder à la fin, mais on peut aussi, j'ai comme envie juste de réagir en disant, tantôt, on va parler de conditions favorables. Puis, c'est le chemin d'une vie, j'aurais le goût de dire ça. Il n'y a pas de. L'important, c'est d'être conscient, déjà en partant, d'affirmer que la collaboration, c'est le pouvoir partagé. C'est déjà une prise de conscience que parfois on garde sous le tapis. Puis on se dit, ouais, collaborer, c'est cool, je vais aller collaborer sur ton projet ou je vais te demander de collaborer sur le mien. Mais c'est peut-être un peu plus que ça, la collaboration. Fait que déjà, de prendre conscience que c'est une notion de pouvoir, puis après ça, de revisiter qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir pour moi, puis j'ai-tu envie que ça bouge en dedans de moi, cette notion-là? Déjà un grand pas. Alors, mais peut-être que je te laisserai continuer. On pourrait tomber dans des exemples, Marilyn, pour rendre ça concret, cette affaire-là. Oui, donc on avait le goût de vous présenter quelques exemples de comment concrètement, effectivement, la gestion collaborative peut avoir lieu dans les organisations. Puis comme l'a dit Sonia, là, la collaboration, ce n'est pas une notion de tout ou rien. C'est comme la gestion, le pouvoir. C'est pas je garde tout le pouvoir ou je partage tout le pouvoir. Il y a comme un entre-deux. Sonia, si tu veux changer de diapo. Donc, on parle vraiment d'un continuum, donc de différentes façons. Moi, je parle souvent de la gestion collaborative comme l'art de marier différentes façons d'exercer un pouvoir dans l'organisation puis de le partager en fonction des réels besoins de l'organisation. Donc, on peut penser à différents... Donc, si on dit différents types de pouvoir, il y a aussi différents types de collaboration. On peut vouloir consulter des employés ou des collègues. On peut vouloir avec eux collaborer en faisant émerger des idées. On peut vouloir co-construire avec eux. Donc, ces différents niveaux-là de collaboration automatiquement amènent différents moyens de collaborer, c'est sûr, mais impliquent automatiquement aussi différents niveaux de partage de pouvoir. Donc, si on est en mode consultation, ce qu'on dit, quand on le reconnaît, puis qu'on l'assume, puis qu'on l'explicite auprès de nos employés ou nos collègues, c'est « j'ai le goût de vous inviter à collaborer avec moi, donc j'ai le goût d'entendre ce que vous avez à me dire, mais sachez que la décision, c'est peut-être moi ou un autre groupe qui va la prendre. » Si, par exemple, on est dans un mode plus co-construction, ce niveau de collaboration-là implique le fait qu'on dit, ben, écoute, j'ai le goût que tu viennes avec moi construire quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, tu vas faire partie
de ceux qui vont prendre la décision. Puis celles-là, ces décisions-là, on va les partager. Donc, d'être conscient que oui, il y a différents pouvoirs, il y a différents niveaux de collaboration. Ça nous permet d'identifier ou de préciser, expliciter quelle collaboration on souhaite, nous, dans le projet qu'on souhaite mettre en place, de bien le communiquer auprès des gens qu'on veut impliquer pour gérer aussi les niveaux des insatisfactions, etc., et de bien vivre une collaboration. Donc, quand on parle d'ego aussi, des fois, on peut accepter que sur certains éléments, je décide que je suis maître sur, par exemple, l'élaboration d'un guide sur tel sujet parce que ça me passionne. Donc, je décide avec mon ego que je vais aller consulter, mais je ne serai pas en co-construction, alors que dans d'autres projets, peut-être que cet ego-là va être moins présent, ça me dérangera moins de le travailler. Donc, on peut aussi choisir différentes façons d'impliquer les gens. Pour vous montrer qu'est-ce qu'on veut dire par ça, je voulais vous présenter 3 exemples. Le premier exemple, c'est un exemple de planification stratégique qu'on a mis en place avec la direction du Centre intégré de services sociaux du Québec. C'était une des directions où on a impliqué 350 personnes dans la planification stratégique du moment où on a revisité la raison d'être de cette direction-là, au moment où on a identifié c'était quoi les orientations stratégiques à mettre en place, les objectifs, même jusqu'au plan d'action. Donc, les 350 personnes ont été impliquées. Ça s'est fait sur une période de 9 mois, mais on ne les a pas tous impliqués au même niveau, au même moment, de la même façon. Donc, pour vous présenter un peu comment on a décentralisé les décisions, puis qu'on a fait des choix conscients, puis qu'on les a communiqués, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un comité de pilotage qui, finalement, était composé des coordonnateurs de cette direction-là. Donc, eux avaient vraiment le dernier mot. En fait, puis ça a été explicité. La démarche, le comité de coordinateurs, c'est là où se prennent les décisions. Toutefois, pour s'assurer que tout le monde puisse être impliqué dans le processus dès le début, on a mis en place, vous voyez, au début, une première rencontre participative où on a invité tout le monde à nous partager leur vision de qu'est-ce que ce service-là est, c'était quoi sa raison d'être, c'est quoi leurs aspirations individuelles et collectives pour cette direction-là dans les prochaines années. Donc, ils ont tous été impliqués et ça a alimenté, donc on était en mode consultation, ça a alimenté le comité de pilotage à statuer un énoncé de raison d'être, un énoncé de vision, puis des énoncés d'orientation, etc. Donc, il y a eu des sondages aussi pour aller, une fois qu'on les a consultés, il y a eu une prise de décision par le comité de pilotage. On est retourné auprès des employés pour dire, voici ce qu'on a entendu de vous, voici le choix qu'on a fait. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce qu'on vous a bien entendu? Puis est-ce que vous demeurez engagés dans cette direction-là? Donc, encore une fois, pas en mode on vous donne la prise de décision, mais en mode on vous partage, on est transparent, on continue à permettre cette communication-là transparente dans le processus. Je vais aller plus rapidement, là, mais juste pour vous dire aussi, on a permis, dans le fond, une fois que les grandes orientations ont été mises en place, ce qu'on a fait, c'est que chaque coordonnateur, donc c'est dans le milieu, ont organisé des rencontres participatives dans leur service. Donc, il y a la direction et les services dans leur service pour dire, à la lumière des orientations qu'on s'est données collectivement, les 350, si on est un petit groupe de 50 maintenant, nous, en tant qu'employés, en tant que groupe, qu'est-ce qu'on s'engage à faire comme action pour réaliser cette vision-là, pour réaliser cette orientation-là? Donc, les sous-groupes ont été responsables de leurs propres décisions quant au plan d'action à mettre en œuvre. Donc, ça leur a permis de créer du sens dans les actions qu'ils allaient mettre en place au courant des mois qui sont suivis. Ça leur a permis de s'assurer d'être alignés aussi sur ce qui avait été identifié collectivement, puis de vraiment s'assurer qu'il y ait une synergie dans le service. Donc, pour vous montrer qu'on peut engager beaucoup de monde de différentes façons, à différents moments, l'objectif, c'est vraiment de s'assurer, comme on le dit depuis tantôt, de dire, OK, moi, dans la situation où je suis, à quel niveau la décision se prend, donc le pouvoir ultime, il se situe où, puis jusqu'où je suis prêt à impliquer mes différents acteurs aux différents moments pour qu'à tout le moins, ils puissent comprendre les orientations qu'on prend, qu'ils puissent comprendre aussi là où on s'en va, puis qu'ils puissent avoir le sentiment profond qu'ils ont contribué à cette démarche-là. Un autre exemple, oui. J'aimerais ça, juste que j'aime beaucoup dans ton exemple, puis que j'aurais le goût de partager ici, puis tu l'as glissé un peu, mais j'ai le goût d'appuyer là-dessus, c'est l'idée que trouver notre zone de confort dans le partage de ce pouvoir-là,
c'est important d'expliciter, de le rendre explicite, de le rendre visible à tout le monde, où et à quel moment je vais pouvoir contribuer, puis jusqu'où je vais pouvoir contribuer. Donc, d'expliciter les zones où il y aura des prises de décision, des zones où on va être juste dans la consultation, des zones où on va être dans la co-construction. Plus on va expliciter ces éléments-là, plus les gens vont être engagés parce que quand ils vont aller participer, ils vont comprendre ce pourquoi ils sont invités à participer. Puis quand on comprend, on a beaucoup plus pertinent dans ce qu'on s'en va faire avec les autres. Et que je trouvais que c'était un élément important à partager. Merci, Sonia. Si on regarde le deuxième exemple que je voulais vous présenter, c'est GSoft, donc une entreprise montréalaise qui voulait réfléchir en fait à c'est quoi la vision du futur du monde du travail pour GSoft. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont organisé, on les a accompagnés là-dedans, une journée où on a rassemblé les 250 employés. Et avec ces employés-là, on a vraiment de différentes façons d'explorer. Ça veut dire quoi pour eux, dans le fond, le futur du monde du travail? C'est quoi les défis au niveau de l'organisation, dans nos postures individuelles, dans nos pratiques organisationnelles pour atteindre cette vision ou réaliser cette vision-là partagée de c'est quoi le futur du monde du travail? Puis c'est quoi les idées que vous avez en tant qu'employé pour nous permettre d'y arriver? Donc, ça a été une journée. On a vu la planification stratégique, c'était vraiment tout un processus. Là, on est allé avec une seule journée, mais une journée qui a permis, dans le fond, aux dirigeants d'être alimentés par ceux qui vivent au quotidien le travail, le futur du monde du travail au sein de l'organisation. Ça leur a permis aussi à ces employés-là, automatiquement, quand on parlait de gestion du changement, d'être en mesure de se mettre en mots, de se mettre en bouche, dans le fond, toute cette nomenclature-là autour du futur du monde du travail, donc de favoriser l'établissement d'ambassadeurs dans les communications autour de cette vision-là que GSoft voulait se donner. Donc, ça permet vraiment d'aller jusqu'à ce moment-là. Donc, dernier exemple que je voulais vous présenter, puis Martin, qui est dans la salle, va peut-être se reconnaître, Martin de la ville de Candiac. Donc, je voulais vous présenter la mise en place aussi. On peut vouloir mettre en place des cellules de résolution de problèmes autonomes dans nos organisations. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? En fait, c'est de permettre à nos employés, quand il y a une problématique au sein de leur équipe qui se crée, d'organiser de façon spontanée ou de façon organisée des rencontres de brainstorm autour de cette problématique-là. Donc, je donne un exemple qu'on a déjà vécu dans une organisation, une municipalité, où les employés pouvaient, à un moment qu'ils souhaitaient, s'il y avait une problématique, faire une invitation à l'ensemble des employés du même service en disant mardi, sur l'heure du midi, donc de 1h à 13h, j'aimerais que tous ceux qui sont intéressés à venir réfléchir avec moi autour de la problématique X à venir. Ça va être 1 heure où je vais vous présenter la situation, puis vous allez m'aider à dénouer ou à explorer cet enjeu-là, puis peut-être même à trouver des idées. Donc, ça permet, quand on permet aux employés de s'organiser de la sorte, ça permet, dans le fond, aux employés de s'engager dans la résolution de problèmes, ça permet de les autonomiser, ça permet aussi de favoriser, finalement, ce partage-là de richesse, de savoir, d'expérience, toujours sur une base volontaire. Donc, c'était les employés qui étaient libres, intéressés, puis qui sentaient qu'il y avait quelque chose à apporter à cette situation-là, qui se présentait sur l'heure du dîner, là, selon l'invitation. Donc, c'est sûr que la création de cellules de résolution de problèmes comme ça, c'est super intéressant. Ça demande cependant d'avoir un gestionnaire qui favorise, dans le fond, la création de certains espaces. Donc, un espace-temps pour que les gens puissent se libérer, s'ils le souhaitent, pour aller collaborer avec leurs collègues d'un autre service ou d'un autre département. Ça demande aussi d'avoir une certaine flexibilité dans les horaires. Donc, est-ce que les conditions que vous mettez en place dans vos organisations, vos entreprises permettent ça? Si on veut être dans une gestion collaborative, il faut permettre aux gens de se libérer pour aller aider d'autres services, donc d'avoir une culture, puis ça, Sonia va en parler, où le partage d'informations, la circulation d'informations, de travailler sur quelque chose qui n'est pas notre dossier principal est valorisé. Donc, puis ça demande aussi d'aller vers des cellules de résolution de problèmes autonomes comme ça, une culture
on est dans l'expérimentation puis dans l'apprentissage. Donc, oui, vous allez brainstormer ensemble sur une solution par rapport à un enjeu, mais sachez que la solution qui va émerger en tant que gestionnaire, je suis très à l'aise à ce que peut-être ça ne soit pas dès les premiers temps la bonne solution, parce que je vous fais confiance que quand vous allez expérimenter votre solution, vous allez apprendre de ça et vous allez vous améliorer en continu. Donc, ça demande aussi une culture où on n'est pas dans la peur de l'échec, la peur de se faire taper sur les doigts, la peur de se tromper, mais vraiment où on sent qu'on a un gestionnaire qui nous fait confiance que oui, on va faire des erreurs parce que automatiquement, quand on est dans la résolution de problèmes autonomes, au début, on expérimente, on va se tromper, mais plus on se trompe, plus on apprend, plus on devient autonome, plus on se développe des compétences qu'on n'avait pas avant, donc on se transforme, puis ça permet finalement d'autonomiser les équipes. Donc, c'était des petits exemples que je voulais présenter. Sonia, c'est quoi les autres conditions qui peuvent être intéressantes concrètement à mettre en place? Oui, parce que je trouve ça super intéressant d'avoir des exemples de projets concrets qu'on peut mettre en place ou des activités concrètes qu'on peut mettre en place, mais le nerf de la guerre, ça reste toujours la culture qu'on veut changer dans l'organisation. Parce que si on a l'habitude, si on a depuis longtemps dans notre organisation une culture qui est plus dite traditionnelle, avec une hiérarchie bien installée, ça reste un défi finalement de changer toutes ces pratiques-là, les postures dans l'organisation. Comment on peut faire cheminer finalement l'ensemble des personnes qui sont dans l'organisation vers cette vision-là? Bien, on va essayer, en tout cas nous, l'expérience qu'on a à l'ILO puis qu'on voit à travers les organisations qu'on accompagne, dans le fond, on veut créer une culture organisationnelle qui est favorable au développement d'espaces de confiance où il va y avoir de la curiosité bienveillante. Ça a l'air simple de même. C'est des beaux mots. Mais ce n'est pas simple d'imaginer, OK, comment je fais pour créer cet espace de confiance? Comment je fais pour développer cette curiosité bienveillante? Mais d'abord, on la veut pourquoi? On veut développer ces espaces de confiance-là et de curiosité bienveillante pour la collaboration. Donc, ça, on vient d'en parler. On veut dire, bien, comment on crée cette curiosité-là sur l'idée du pouvoir partagé, sur des manières de collaborer différentes dans nos organisations, puis où on va être en confiance d'expérimenter quelque chose de nouveau. Donc, tu sais, la collaboration, on l'a dit, c'est moi, c'est l'autre, puis c'est l'interdépendance entre moi et l'autre dans un système. Puis moi, quand je fais des actions, j'influence le système, puis le système influence qui je suis. Donc, si c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, il faut que ces espaces de confiance-là, puis cette curiosité bienveillante soient toujours présentes parce qu'on va vivre du mouvement continuel, puis on doit trouver des espaces où on va pouvoir partager comment on évolue là-dedans, comment on se sent là-dedans, où on est rendu dans notre représentation des concepts. Donc, la notion d'apprentissage est très importante. Madeline l'a soulevé, mais comment je suis prêt à me mettre comme organisation ou comme individu dans une situation où je vais me mettre dans une position à nouveau novice? Est-ce que je suis prêt à désapprendre des choses? Par exemple, si ma notion de représentation du pouvoir, c'est le pouvoir sûr, est-ce que je suis prêt? Puis là, tantôt, on parlait d'ego. Est-ce que mon ego il est prêt à accepter que je vais dire, bien, peut-être que ce n'était pas tout à fait ça le pouvoir, puis qu'on est-tu prêt à apprendre d'autres représentations ou d'autres façons de faire qui vont permettre, dans le fond, d'avancer. Donc, je vais-tu me permettre le droit à l'erreur? Est-ce que je suis conscient que mon savoir, même si j'en ai plein, il y a des limites, puis que l'autre, il y a du savoir qu'il peut apporter, puis qu'on va pouvoir co-construire ensemble? Puis finalement aussi, bien, l'espace de confiance pour l'innovation, encore une fois, Madeline l'a dit tantôt, mais expérimenter, se donner des défis créatifs. On est-tu prêt comme organisation, comme leader, de se lancer des défis créatifs qui vont nous faire sortir de notre zone de confort? Puis sachant qu'on fait ça, on le sait qu'on va faire des erreurs, mais est-ce qu'il existe des espaces de confiance où on se dit, OK, ça, c'est notre espace où on peut
On se donne un défi, puis on apprend ensemble. C'est des éléments qui peuvent être pris en compte dans la suite. Je l'ai dit, il n'y a pas de recette secrète, là. Ça va être un pas à la fois qu'on peut faire ça. Mais je peux quand même vous partager une expérience puis des éléments à travers un projet qu'on a pu observer à Lilo. Pendant une année, on s'est implanté discrètement dans une organisation pour aller voir en fait leur transformation d'un modèle traditionnel à un modèle en gestion en pouvoir partagé. Si ça vous intéresse, on a documenté donc un guide qui existe sur cette expérience-là sur notre site Internet. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc, cette expérience-là a permis de dégager beaucoup d'apprentissage, puis j'ai le goût de vous en partager 4 aujourd'hui. Dans le fond, sur comment la culture de cette organisation a évolué pendant une année pour permettre, dans le fond, d'atteindre, en fait, je dis atteindre, on n'atteint jamais le pouvoir partagé, hein, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, mais comment on fait pour le vivre mieux? Donc, la première chose, on l'a dit tantôt, une des conditions là, qui a été vraiment cruciale, c'est la déclaration du leader en place. Donc, dans ce cas-ci, en plus, le leader en place, c'était le fondateur de l'organisation. Comment, quand on est fondateur d'une organisation, on peut se dire qu'on va partager le pouvoir de quelque chose qu'on a créé nous-mêmes? C'est quand même ambitieux. Mais pour le faire, il a fallu faire une déclaration à son équipe pour dire, moi, là, c'est là vers où je veux aller. Puis je suis prête à assumer que ça ne sera pas toujours facile, mais j'aimerais ça que vous soyez avec moi là-dedans puis qu'on avance pas à pas. Donc, déclaration du leader en place pour avancer. Diversité des modes de conversation, mon préféré, je vous le dis. En fait, dans nos organisations, on a souvent une seule manière de se parler. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la discussion. La discussion, ça tient les mêmes racines là, étymologiques que le mot percussion. Donc, c'est quelque chose qui se tape dessus. C'est comme l'effet ping-pong. Une discussion, c'est je dis quelque chose, tu réponds, et c'est super efficace dans des situations où on a, par exemple, des enjeux à dénouer, des solutions rapides à trouver. Mais c'est la seule manière dont on a de se parler souvent en organisation, la discussion. Puis, ce qui est peut-être une nouvelle notion de diversité de modes de conversation à apporter, ça serait la notion de dialogue. La racine de dialogue, c'est le silence entre deux paroles. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit prendre plus de temps quand on dialogue que quand on fait une discussion. Puis, est-ce qu'on s'offre ça dans les organisations? Est-ce qu'on s'offre le temps du dialogue, le moment d'échanger pour justement faire évoluer ensemble notre culture organisationnelle, nos représentations des concepts, de différents concepts avec lesquels on travaille? Donc, pour 3 points, l'organisation qu'on a suivie, ils ont mis en place différents moments pour pratiquer ces modes de conversation. Donc, à certains moments, on va être dans des discussions opérationnelles. Les autres, ils ont appelé ça la réunion, le feu de camp. Donc, autour du feu de camp, on a des discussions opérationnelles. Autour d'un michoui, c'est un autre type de rencontre où on pratique un autre mode de conversation. On va être entre le dialogue et la discussion. Donc, on veut parler d'enjeux stratégiques, puis des fois, on veut avancer dans la conversation, mais ça se peut qu'on soit obligé de faire un frein à un moment donné pour dire, oh, là, ici, on n'est pas à la même place sur les termes, on a besoin d'un petit dialogue. Puis, à terme, ils ont une rencontre, je pense, aux 6 semaines dans l'organisation, où il n'y a aucun sujet qui est amené à la rencontre, il n'y a pas d'ordre du jour, puis l'intention, c'est d'aller pratiquer le dialogue. C'est de s'asseoir ensemble, puis de laisser monter ce qu'il y a à monter, puis de pratiquer le dialogue autour d'un concept qui va émerger lors de la rencontre. C'est assez fascinant. Parce qu'après une année seulement de cette expérience-là, on a vraiment vu l'évolution de la culture organisationnelle qui s'est installée, où il y avait vraiment plus de collaboration et de pouvoir partager. Évidemment, tout ça nécessite l'accompagnement parce que
traverser ces étapes où on va revisiter ses façons de voir, ses façons d'être, ça peut nous chambouler un peu en dedans. Hein? Ça nous amène, nous, à nous transformer comme individus, hein? Parce que les organisations ne peuvent pas se transformer si les individus ne se transforment pas. Donc, si les individus à l'intérieur de l'organisation se transforment, ça peut être un peu difficile. Donc, on propose l'accompagnement, évidemment, pour le leader en premier. Le leader qui va être le guide ou l'accompagnement de l'équipe. C'est important qu'il y ait l'accompagnement. Donc, du coaching pour lui, du coaching pour les individus dans l'organisation selon leurs besoins, mais aussi du coaching en équipe pour qu'ensemble, on puisse avancer dans nos représentations. Évidemment, des lectures, des vidéos, des ateliers, ça peut vraiment aider à avancer dans cette réflexion-là. Et là, le temps file, alors je vais dire le temps. Prenez le temps. Il y a pas, ça se passe dans la durée. Ce n'est pas une course à aller vers la collaboration ou le pouvoir partagé. C'est quelque chose qui se fait pas à pas. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps. Et je termine avec cette dernière image, juste pour vous dire que c'est ça. Nous, à Lilo, on pense que la gestion collaborative et le pouvoir partagé dans nos organisations, c'est une avenue prometteuse. Pourquoi? Parce qu'on considère que les organisations dans lesquelles on travaille, c'est des espaces qui reflètent notre société tout entière. Puis si on réussit à transformer nos organisations, les individus dans nos organisations, c'est toute la société qu'on peut transformer. Donc, moi, je vous invite à explorer cet aspect-là parce que c'est un individu à la fois, une organisation à la fois, qu'on va être capable d'amener un renouveau sociétal. Et puis là-dessus, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Puis là, on ouvrirait la période de questions. Oui, merci beaucoup. C'était super intéressant pour de vrai. La présentation, là, les notions, les exemples qui ont été présentés étaient super concrets. J'ai l'impression que ça peut vraiment aider à favoriser l'implantation d'une gestion collaborative dans nos organisations respectives. Donc, je parle aussi au nom des participants. Par ailleurs, je vois que les commentaires qu'on a récoltés là, dans la section chat et les nombreuses interactions récoltées là, tout au long de la présentation me laissent sous-entendre que nos participants ont beaucoup apprécié la présentation aussi. Juste petite parenthèse, j'en profite pour informer l'ensemble des participants que vous allez recevoir un sondage de satisfaction à la fin de l'activité, donc en quittant l'activité, pour justement obtenir votre niveau de satisfaction quant à l'activité, puis connaître les autres sujets auxquels vous seriez intéressés là, pour qu'on aborde dans les futures activités organisées en collaboration avec Pratique RH. Donc, pour les questions, je vais aller directement. Je vois que dans la section chat, il y a des éléments qui rentrent. Je vais juste voir s'il y a des questions que je ne passe pas à côté. La présentation est enregistrée, donc vous allez recevoir le lien comme on l'a précisé plus tôt. Donc, au niveau des questions, en fait, peut-être y aller directement avec quelque chose de base. Vous nous avez fait part de plusieurs références, de plusieurs notions, d'exemples de comment implanter justement la gestion collaborative, par où commencer, mais est-ce que vous avez des outils de référence qui seraient possibles d'utiliser en tant qu'employeur pour justement favoriser l'implantation de ces pratiques de gestion collaborative-là abordées aujourd'hui? Bonne question, Marilyn. As-tu des idées? Je ne sais pas si un outil... Des est nécessaire. Des ressources, là, ça peut être en fait, large. moi, je pense que, comme le disait Sonia, je pense que premièrement, se poser la question par quoi j'ai le goût de commencer à expérimenter, puis jusqu'où j'ai le goût de commencer à partager une partie du pouvoir, donc d'inviter les gens à collaborer avec moi, puis d'expérimenter avec ces gens-là en disant on se lance là-dedans. J'ai une déclaration de gestionnaire, je veux être collaboratif ou on veut ensemble être plus collaboratif. Et si on commençait par exemple, je vais vous consulter dans l'élaboration du prochain plan d'action. Puis ensemble, on va voir comment, dans le fond, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Je pense qu'il n'y a aucun outil, ça c'est ma conviction profonde, il n'y a aucun outil qui remplace l'expérimentation et l'apprentissage qu'on peut faire dans l'expérimentation. Donc, je pense d'avoir l'humilité et de se lancer, d'avoir l'audace de se lancer. Je ne sais pas, Sonia, si toi, tu as autre chose. Oui, bien, tu sais, puis j'aurais tendance à dire, tu sais, c'est sûr qu'il y a des lectures intéressantes à faire. Donc,
Peut-être que plusieurs des personnes qui sont présentes ont lu déjà, mais il y a Frédéric Laloux qui a écrit Réinventer les organisations, qui propose, dans le fond, des sujets intéressants à explorer avec des exemples d'entreprises. Moi, je pense que c'est pas... Si on est capable d'aller lire des exemples, des histoires qui nous racontent que ça se peut, on dirait qu'on va trouver dans ces exemples-là puis dans ces histoires des choses qui nous parlent puis qu'on sent qu'on est capable d'avancer. Fait que, Frédéric Laloux, Peter Senge qui a écrit La 5e discipline. Je vous invite à aller lire le document de Pour 3 points là, qu'on a sur notre site Internet, qui est une expérience très concrète avec comment ils fonctionnent dans leurs organisations. Puis là-dedans, on peut puiser, finalement, ça devient des outils parce qu'on peut puiser la pratique, une seule qu'on a le goût de mettre en place puis d'expérimenter. Fait que je vous invite vraiment à lire des histoires puis à aller parler avec des gens qui ont des histoires à raconter. Parfait. Justement, on avait dans les questions quelqu'un qui nous demandait comment est-ce qu'on pouvait avoir accès aux documents PDF sur les 3 points dont vous nous avez parlé, donc disponible sur votre site Internet. Ce qu'on pourra faire, c'est de l'ajouter en fait dans le courriel qui sera envoyé aux participants avec le lien en fait de la présentation enregistrée. Donc, on pourra rajouter l'hyperlien directement vers le document pour les gens qui souhaiteront s'outiller davantage en ce sens. Sinon, ben, c'est ça, les questions que j'avais, là, c'était vraiment par où commencer en tant qu'employeur afin d'implanter la gestion collaborative dans son organisation quand on ne sait pas par où commencer. Donc, comme on l'a dit, là, la première étape, ce serait vraiment d'avoir une ouverture d'esprit puis avoir l'envie de vouloir l'implanter. Puis sinon, ben, en fait, on avait la question de Maëva là, qui avait été posée au début, mais qu'on a quand même répondu au travers les pistes qu'on a explorées qui étaient comment convaincre les leaders de ne pas se sentir menacés pour l'implantation justement là, en fait, face au pouvoir. Mais quand même, ça reste quand même, j'ai juste envie de dire à Maëva, si elle est encore là, le sentiment de déséquilibre qu'on vit quand on traverse ce chemin-là, il y arrive à tout moment. Nous, ça fait 5 ans qu'on pratique le pouvoir partagé en organisation. Puis l'année passée, moi, j'avais l'impression de tout comprendre. Puis cette année, bien, des fois, je suis en déséquilibre. Puis là, on a besoin de revisiter ensemble parce qu'il y a du mouvement dans l'organisation, parce qu'il y a de la pression extérieure qui fait qu'on doit produire plus, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans l'organisation. Fait que, comme on dit, c'est un chemin. Fait que je pense qu'à Maëva, j'aurais goût de dire, c'est accepter l'inconfort du déséquilibre. C'est déjà de savoir que cet inconfort-là, il va nous amener vers quelque chose de meilleur. Fait qu'il faut juste accepter que c'est de le vivre pendant un certain temps pour retrouver l'équilibre, puis avancer mieux, puis favoriser le bien-être dans l'organisation. C'est des bons conseils. En fait, je pense que ça fait pas mal le tour, là, comme on a répondu relativement aux questions au fur et à mesure durant la présentation. On a épuisé notre banque de questions. Donc, sur ce, j'aimerais vraiment prendre le temps de vous remercier toutes les deux pour les conseils, les pratiques, les exemples, toute la notion que vous nous avez apportée aujourd'hui. Ça nous a permis vraiment d'explorer différentes pistes de collaboration et des façons de faire innovantes au niveau de la gestion dans les organisations. On l'a dit, je le répète, la présentation a été enregistrée. Elle sera disponible sur la plateforme Pratique RH. On va envoyer un lien à l'ensemble des participants. Et donc, pour conclure, évidemment, là, j'invite nos participants à s'abonner aux pages de Pratique RH pour suivre les prochaines activités qui seront organisées à l'automne. Et je vous remercie encore une fois vraiment toutes les deux de vous être prêtées au jeu et d'avoir accepté l'invitation de Pratique RH à participer à cette activité webinaire-là et nous avoir proposé cette activité, en fait, ce contenu-là super intéressant pour l'ensemble de nos participants. On l'a vu, là, il y avait beaucoup de participants aujourd'hui, donc on voit qu'il y a de l'intérêt, la pertinence est là et donc on espère qu'on a convaincu peut-être d'autres personnes de continuer à s'engager dans ce sens-là. Donc sur ce, merci beaucoup, puis bonne journée. Merci pour la belle invitation. Merci d'avoir été présent.